C'est Paul Molac pour le groupe Lyot. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Permettez-moi, dans un premier temps, de remercier les députés de mon groupe Liberté, Indépendance, Outre-mer et Territoires d'avoir choisi d'inscrire, lors de cette semaine de contrôle, un débat sur le thème de l'hyperconcentration des dépenses du ministère de la Culture en Île-de-France. C'est un thème qui nous est cher. Si la centralisation française induit de très nombreuses disparités en matière socio-économique, en matière d'accès de transport, d'éducation, d'accès aux soins ou encore de services publics, ce mal bien français concerne également la culture pour l'ensemble de nos concitoyens et aussi la valorisation du patrimoine. On a coutume aujourd'hui, même si ça n'a pas toujours été le cas, de dire que la France est riche de sa diversité. Notre patrimoine matériel et immatériel est immense et varié. Alors nous nous tenons bien sûr à notre histoire, d'un formidable héritage que l'on a su conserver et valoriser, dans un certain nombre de cas en tout cas, mais aussi de cultures vivantes et diversifiées, entretenues par les habitants eux-mêmes. Et cela vaut pour nos monuments, pour les œuvres artistiques, mais aussi, c'est un point de vue qui me tient particulièrement à cœur, pour nos langues et nos cultures, régionales ou pas d'ailleurs, que l'État a parfois tenté d'annihiler par le passé. La seule volonté des habitants ou des collectivités territoriales ne saurait cependant suffire. Si l'on ne saurait refuser l'apport de mécènes ou de philanthropes, le concours de la puissance publique est indispensable afin de ne pas voir ces richesses disparaître. D'ailleurs, la valorisation de la culture ne saurait reposer exclusivement sur l'investissement de bénévoles, dont je souhaite ici saluer l'action, car ils sont fort nombreux dans la France entière, ne serait-ce que par un certain nombre de festivals, par exemple, ou d'associations particulièrement pugnaces, voire qui nous interrogent parfois. Donc, ce patrimoine parfois en péril, le cri d'alarme de Stéphane Bern en est un signe, les alertes des élus locaux le sont également. Si les œuvres culturelles peuvent intégrer un secteur marchand et permettre une valorisation économique nécessaire à leur propre entretien et à leur restauration, il s'agit d'un secteur par essence fragile, nécessitant l'attention et des investissements afin de le conserver, mais aussi de l'améliorer. Et donc on voit bien là le rôle de la puissance publique. La centralisation de notre pays facilite la concentration des richesses et de l'investissement sur Paris et sa région. Le domaine de la culture est un exemple un peu caricatural. Prenons les monuments nationaux. Le Louvre, le musée d'Orsay, les opéras, les grands théâtres sont très majoritairement concentrés sur une très petite superficie de notre territoire national. Bien entendu, il est nécessaire que ces structures exceptionnelles puissent accueillir un public le plus large possible. Mais comment expliquer à un jeune qui se trouve à 600 km de Paris, qui n'a pas accès à aucun musée national à proximité, que les jeunes vivant en région parisienne peuvent les visiter gratuitement dès lors qu'ils ont moins de 26 ans. Il y a des réalités géographiques qui font que les choses sont un peu plus compliquées pour certains. Comment expliquer que les grandes chaînes de télévision ou de radio publique sont toutes concentrées dans la capitale et que les antennes de France 3 ou France Bleu de nos territoires disposent en comparaison de peu de moyens? D'ailleurs, il suffit de regarder parfois le 20h pour s'en convaincre. La toile de fond, c'est Paris. Comme si la ville de Paris représentait elle seule le journal national. Au fond, j'ai parfois du mal à m'y retrouver. Est-ce un journal national ou un journal de France 3, Île-de-France? Parfois, le traitement fait aussi que je m'interroge, parce que je vois bien dans la vision qui est proposée, même si ça dépasse un peu notre débat de ce soir, c'est bien souvent la vision que portent les Parisiens sur le reste de la France, sur l'Europe et sur le monde. Mais je ne m'y retrouve pas bien souvent, je dois bien l'avouer. Venons-en aux chiffres, car ceux-là sont assez implacables, sinon sidérants. Selon les publications du ministère de la Culture, disponibles actuellement en open data, l'État dépense en moyenne 195 € par habitant en Île-de-France, contre seulement 20 € par habitant en Bretagne administrative, par exemple. C'est presque 10 fois plus en moyenne. L'État dépense 24 € par Français non résidant en Île-de-France. Et si je prends par exemple Mayotte, c'est 10 € par habitant. Comme quoi, au pays de l'égalité, il y en a qui sont plus égaux que d'autres.
Je serai donc très attentif aux explications de la ministre. Lors de l'ancienne mandature, le gouvernement a eu l'occasion d'expliquer en réponse à une de mes questions écrites que l'implantation majoritairement parisienne des établissements publics nationaux a pour effet de surreprésenter les montants de la dépense culturelle des ministères de la Culture et de la Communication sur la région Île-de-France. Cela a le don de me surprendre. Existerait-il dès lors une fatalité à l'implantation majoritaire parisienne de ces organes nationaux, comme l'indique l'intitulé de notre débat de ce soir? Je répondrai qu'il s'agit avant tout de décisions politiques. Et rien ne peut justifier les raisons de cette hyperconcentration des dépenses dans la région capitale. Car c'est bien le budget de l'État et non de la région Île-de-France, voire de la ville de Paris, qui est majoritairement utilisé pour faire fonctionner ces structures, dont la qualité n'est remise en cause par personne. Aujourd'hui, en matière uniquement de patrimoine, 67% des crédits de la culture sont investis en Île-de-France. C'est considérable. Et il faut bien le dire, un peu injuste. Une plus juste péréquation des crédits est donc nécessaire, et je suis à ce titre favorable à un réel transfert des compétences et des moyens vers les régions afin de s'assurer une plus juste équité dans ce domaine. Je me permets à ce titre d'évoquer un chiffre qui parlera à tout le monde. Le financement du Louvre-Lens, inauguré en grande pompe en 2012, l'a été à hauteur de 1% par l'État. Seulement 1%. Le reste a été financé par les collectivités locales et l'Union européenne. Le musée du même nom à Paris est pourtant financé, lui, à 100% par l'État. Peut-on parler de justice? Qu'est-ce qui justifie réellement cette différence de traitement? Si je prends par exemple l'Opéra de Bordeaux, 21% est financé par l'État. Ce n'est pas le cas des deux opéras de Paris. Donc tout laisse croire aujourd'hui que dans notre pays, si l'on souhaite accéder à la culture, à la création culturelle, il faudrait habiter à Paris. Si cette assertion ne saurait être vraie venant de ma bouche, évidemment, car elle aurait tendance à minimiser l'ampleur de la création culturelle dans nos territoires, ainsi que la richesse de notre patrimoine matériel et immatériel. Elle traduit tout de même une forme d'injustice territoriale en matière d'action et d'investissement de la culture en France. Autre thème qui me tient à cœur, celui de la protection patrimoniale des langues régionales. J'ai eu l'honneur de porter une loi sur les langues régionales qui a été adoptée dans cet hémicycle, qui a été promulguée le 21 mai 2021 et qui a été votée en avril 2021 dans cet hémicycle. L'article L1 du Code de patrimoine dispose désormais que l'État et les collectivités territoriales concourent à l'enseignement, à la diffusion, à la promotion de ces langues. Presque 2 ans après le vote de cette loi et la modification du Code du patrimoine en son article 1er, je n'ai pas constaté d'avancée substantielle en la matière, alors que l'UNESCO classe une très grande majorité de nos langues comme étant en grave danger d'extinction. L'État a une mission de protection et de valorisation de toutes les langues de France et ne saurait se concentrer uniquement sur la langue française. Par ailleurs, je ne saurais terminer mon propos sans évoquer la question de la situation de nos événements estivaux, en particulier les festivals, qui seront lourdement impactés à l'été 2024 en raison de la tenue des Jeux Olympiques, qui, cela ne vous aura pas échappé, se déroulent à Paris. Je remarque, soit dit en passant, que c'est la 3e fois que la France accueille les Jeux Olympiques d'été et qu'ils se déroulent pour la 3e fois à Paris. Pour des raisons de mobilisation des forces de sécurité, les spectacles qui se déroulent chaque été sont contraints de se réorganiser, de modifier leur calendrier ou leur durée. Si des accords ont d'ores et déjà pu être trouvés avec les grands festivals, l'inquiétude demeure, cependant, en ce qui concerne les plus petites structures. Comprenez le malaise qui monte de nos territoires. Pour un événement sportif mondial qui se tient une fois de plus à Paris, les événements culturels de nos régions doivent s'adapter. En définitive, une politique de rééquilibrage de la part de l'État vers le reste de la France est désormais nécessaire et des actes forts sont désormais attendus pour combler cette profonde injustice territoriale. Si pour des raisons historiques, ces inégalités s'expliquent, nous ne pouvons comprendre qu'elles puissent perdurer. Il ne tient qu'à vous, Madame la Ministre, d'inverser la tendance pour que les citoyens de ce pays puissent se sentir réellement égaux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député.